Bonsoir à tous. Comme promis, lors du congrès qui s'est déroulé le 19 et 20 septembre 2024, pour la présentation du professeur Richard concernant la spirogyose pulmonaire chronique, une pathologie méconnue, à la demande de plusieurs amis et confrères qui ont voulu qu'on puisse terminer la présentation. Donc, nous organisons ce webinaire ce soir pour terminer la présentation qui avait déjà commencé pendant le congrès. Et avant de commencer, on s'excuse du retard parce qu'il y a un problème avec la page Facebook pour diffuser la présentation en direct. Donc, incessamment, on va mettre le lien sur Facebook pour que les gens puissent se connecter directement. Donc, ça sera ouvert, la réunion sera ouverte pour tout le monde. Et avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que la PAL, avec le professeur Richette, on est en train de faire une étude concernant la BPCO. Donc, toutes les personnes qui voudront participer, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir entre 1 et 3 malades. Si c'est plus, bon, il n'y a pas de problème, mais il y a au moins un malade de BPCO qui vient pour la première consultation, qui n'a eu aucun traitement, ni il n'y a pas eu de prise en charge et le diagnostic qui sera fait chez vous par une affaire. Et donc, toutes les personnes qui voudront participer nous envoient leur mail avec leur nom et par mail, ils nous envoient leur nom et le numéro de téléphone. Et on leur enverra l'imprimé à remplir, ça sera en Word. On adressera avec un PowerPoint où il y aura des explications sur l'étude, comment va se dérouler. Donc, pour toutes les personnes qui voudront participer, ils ont juste envoyé des mails et quand ils remplissent leur feuille, ils l'envoient directement au professeur Richard, c'est elle qui va sur vos côtés écrire de vous. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous passe la parole à professeur Richard. Bonsoir tout le monde. Alors, en matière de pathologie infectieuse, nous assistons ces derniers temps, en tout cas depuis plusieurs années, à un élargissement et une modification du spectre des agents infectieux pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, il y a le réchauffement climatique, l'augmentation des voyages et des échanges internationaux, mais aussi l'augmentation des maladies chroniques et des maladies qui s'accompagnent d'une immunodépression ou qui nécessitent un traitement immunosuppresseur. Et nous savons tous que l'immunosuppression favorise, et plutôt fait que les germes saprophytes peuvent devenir pathogènes et peuvent causer des maladies qui elles-mêmes peuvent être très graves. Alors de ce fait, en pneumologie, en plus des bactéries, en plus des virus et du bacille de la tuberculose, il faut désormais compter avec les champignons et plus particulièrement les champignons du genre Aspergillus et en particulier Aspergillus fumigatus qui est responsable de la majorité des mycoses respiratoires et des mycoses et des aspergilloses respiratoires, alors que Aspergillus flavius, Aspergillus terreus et Aspergillus niger sont beaucoup moins fréquents. Alors, en termes d'épidémiologie, il y a très peu de données sur l'aspergillose pulmonaire dans le monde, mais on estime qu'actuellement, il y a 14 millions de cas par an au niveau mondial. C'est un chiffre qui provient des études rétrospectives et donc qui est très probablement sous-estimé, d'une part parce que ces études ne couvrent pas l'ensemble des pays, et d'autre part parce que c'est une pathologie méconnue et par conséquent sous-diagnostiquée. Et notre premier souci est donc d'améliorer le diagnostic, ce qui passe obligatoirement par une meilleure connaissance des caractéristiques d'Aspergillus fumigatus, une meilleure connaissance des facteurs de risque, des différentes formes cliniques et radiologiques de l'aspergillose qui permettent d'évoquer le diagnostic et de le suspecter, et enfin les techniques, une connaissance des techniques et des tests de laboratoire qui sont utilisés pour nous permettre de confirmer ce diagnostic. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques d'Aspergillus fumigatus, c'est un champignon filamenteux, saprophyte, cosmopolite, qui vit dans le sol, dans l'eau, dans des débris organiques et dans l'air, aussi bien dans l'air extérieur que dans le milieu intérieur. Et à l'intérieur de nos habitations, on le retrouve essentiellement au niveau des sols, au niveau des plantes en pot, des graines, mais aussi des vêtements et des climatiseurs, par exemple.
Alors, sa croissance optimale est à 37 degrés, c'est-à-dire à la température du corps humain. Il peut survivre à des températures extrêmes qui peuvent atteindre 70 degrés. Et son cycle de croissance implique 4 stades qui commencent par les filaments mycéliens. Ces filaments mycéliens vont former des têtes aspergulaires qui vont donner des spores. Les spores vont germer et donner à leur tour des filaments mycéliens. Cette croissance est une croissance rapide sur milieu spécifique. On aura des colonies qui vont pousser en une semaine et on reconnaîtra les colonies d'Aspergillus à leur couleur qui est d'abord bleutée, puis gris foncé, gris et vert foncé, avec une texture qui est poudreuse, voire cotonneuse. Alors, comment passe-t-on de l'Aspergillus à l'aspergillose? Les spores qui sont libérés à partir des têtes aspergillaires vont diffuser dans l'air ambiant en fait, de façon très abondante. Et on estime que dans les conditions normales, n'importe quel individu peut inhaler 10 à 1000 spores par jour. Ce sont des spores qui ont une taille de 2 à 3 microns, ce qui facilite donc leur pénétration jusqu'aux alvéoles, jusqu'aux bronchioles et aux alvéoles. Alors, chez le sujet sain, ces spores sont rapidement éliminés grâce à l'immunité innée qui va impliquer le rôle protecteur le rôle protecteur de l'épithélium, le tapis mucociliaire, le surfactant au niveau des alvéoles et surtout la phagocytose par les macrophages et par les polynucléaires qui sont recrutés à partir de la circulation sanguine. Mais malgré ces mécanismes de défense, il peut arriver que l'Aspergillus fumigatus persiste dans les bronches et dans les alvéoles d'un sujet normal, mais sous forme de colonisation, sans manifestation clinique ni manifestation radiologique. En revanche, dans certaines conditions, la colonisation peut induire des maladies et les déterminants majeurs de l'apparition de la maladie et de la sévérité de la maladie, c'est d'abord l'immunité du sujet, donc c'est plutôt le système immunitaire de l'hôte et l'état anatomique du poumon. Donc ce sont les deux déterminants majeurs de l'apparition de la maladie. Chez les sujets qui ont une hypersensibilité, donc le système immunitaire peut aller d'une hypersensibilité immunitaire jusqu'à une immunosuppression avec 3 degrés différents, légère, modérée et sévère. Chez les sujets qui ont une hypersensibilité immunitaire, en l'occurrence les asthmatiques, la maladie peut se développer sous forme d'une maladie allergique qu'on appelle la BPA. À l'extrême, donc à l'autre bout du spectre de la maladie, du système immunitaire, nous avons l'immunosuppression. Et chez les sujets qui sont immunodéprimés, la maladie va se développer sous une forme infectieuse, soit une aspergillose semi-invasive chez les patients qui ont une immunité légère à modérée, comme par exemple les diabétiques, les patients qui sont sous corticoïdes, sous méthotrexate, les alcooliques, et les sujets malnutris et même les sujets âgés, et soit sous forme d'une aspergillose invasive chez les patients qui présentent une immunodépression profonde, en particulier les patients qui sont pris en charge en oncohématologie et chez les personnes qui sont transplantées, soit une transplantation d'un organe solide, soit une transplantation de cellules souches. Entre les deux, il y a le sujet immunocompétent qui n'est pas un reste, puisqu'il peut lui aussi développer une aspergillose. Donc, c'est une aspergillose, mais à condition qu'il y ait un problème donc, au niveau des modifications structurales au niveau du poumon, sous forme de bulles, de cavités ou de cicatrices. Et ces lésions structurales sont soit liées à une maladie séquelaire, soit à une maladie qui est en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces formes peuvent
peuvent finalement évoluer d'une forme à l'autre, de l'une à l'autre, ou alors elles peuvent se chevaucher. En termes de charge de morbidité et de mortalité de l'aspergillose pulmonaire, l'aspergillose allergique est la plus fréquente, avec la BPA, mais aussi avec l'asthme, avec sensibilisation fongique. Donc, c'est la plus fréquente, avec 6 à 20 millions de cas par an dans le monde, mais avec une très faible mortalité qui est inférieure à 1%. L'aspergillose invasive, quant à elle, est beaucoup moins fréquente, 300 000 cas par an dans le monde, mais une mortalité très élevée, une mortalité qui y est pratiquement de 100% chez les patients qui ne sont pas traités, et entre 30 et 85% chez les patients qui sont traités. Alors, entre les deux, nous avons une forme intermédiaire, donc l'aspergillose pulmonaire chronique, qui a une prévalence de 3 millions de cas par an, une mortalité chez les patients non traités de l'ordre de 75% à 5 ans, et une mortalité chez les patients traités qui est d'environ 45%, là aussi en 5 ans. Et c'est cette forme d'aspergillose chronique qui doit être parfaitement connue du pneumologue. Donc le pneumologue doit impérativement connaître et reconnaître cette forme d'aspergillose. Pourquoi? Parce que c'est une complication potentielle de nombreuses pathologies courantes en pratique pneumologique. Alors, quelles sont ces pathologies courantes en pratique pneumologique? En tête de liste, nous avons la tuberculose. Et pour faire simple, la tuberculose est responsable de près de 50% des cas d'aspergillose pulmonaire chronique dans le monde. Et les 50% restants sont répartis entre plusieurs pathologies, notamment la BPCO, l'emphysème, les infections à mycobactéries atypiques, le pneumothorax ou pathologie pulmonaire bulleuse, la BPA parce qu'elle s'accompagne donc de dilatation de bronches qui représentent des cavités finalement dans les bronches, l'asthme, la sarcoïdose fibrokystique, la chirurgie thoracique, le poumon irradié, donc lié au traitement du cancer bronchique pulmonaire, et puis des pathologies rares comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante. Dans 1 à 15% des cas, on peut avoir aucune pathologie sous-jacente, et à ce moment-là, ce sont plutôt des comorbidités extra-respiratoires qui vont s'accompagner de cette aspergillose, comme le diabète, une maladie auto-immune ou l'hypertension artérielle. Alors, les études épidémiologiques ont montré qu'il y avait une corrélation entre la prévalence de la tuberculose et la prévalence de l'APC. Donc, je vais dire APC pour faire court. Et donc, la prévalence de l'APC qui a une prévalence mondiale de 24 cas pour 100 000 habitants. Donc, pour 100 000. Et vous voyez que les pays qui ont une forte prévalence de tuberculose ont une prévalence qui dépasse 50%. 78% pour les Philippines, 70% pour le Pakistan et 59% pour la Roumanie. L'Algérie, qui a contribué à cette étude internationale, a rapporté une prévalence de 2,2% pour 100 000 habitants, ce qui est un chiffre très faible et très probablement sous-estimé, comme la majorité donc, des pays en développement, tout simplement parce que l'APC est encore méconnue et aussi parce que les tests diagnostiques ne sont pas disponibles, en particulier les tests sérologiques. Alors, pour améliorer la connaissance et la détection précoce de l'aspergillose pulmonaire chronique, un panel d'experts a élaboré un document qui a été publié, vous le voyez ici, dans l'European Respiratory Journal en 2016. Et dans ce document, l'aspergillose pulmonaire chronique a été définie comme une maladie hétérogène avec une destruction lentement progressive du parenchyme pulmonaire. C'est une maladie hétérogène parce qu'elle implique plusieurs formes, la forme nodulaire, l'aspergillose simple, l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, l'aspergillose pulmonaire chronique fibrosante et une forme frontière, l'aspergillose invasive subaiguë, qui ressemble à l'aspergillose pulmonaire cavitaire avec deux différences majeures. D'abord, elle évolue sur un mode subaigu, inférieur à 3 mois,
et elle survient chez des patients qui ont une immunodépression légère, diabétique, hypertendue, malade sous corticoïdes ou sous méthotrexate par exemple. Et là aussi, on peut assister soit à un chevauchement de ces formes, soit à une évolution d'un sous-type vers un autre sous-type. Et ce qui détermine finalement la forme de l'aspergillose pulmonaire chronique, c'est l'aspect radiologique sur la radiographie standard, mais mieux encore sur le scanner thoracique, qui est un examen beaucoup moins accessible. Et l'image radiologique nous permet, pardon, l'imagerie nous permet d'identifier 4 phénotypes radiologiques. Le nodule aspergillaire qui est représenté par un nodule unique ou multiple, avec ou sans excavation, d'une taille qui se situe généralement entre 2 et 3 cm. C'est un nodule qui n'a pas de particularité radiologique par rapport aux autres nodules, qu'ils soient bénins ou malins, et cliniquement, il est soit asymptomatique, soit il s'accompagne d'une toux. L'aspergillose simple est la forme la plus connue des pneumologues. C'est une cavité unique, pulmonaire, pleurale, ou alors bronchique, donc dilatation de bronche, qui va contenir une balle fongique et nous donner cet aspect donc en croissant ou en ménisque. Cet aspergillome simple, ou cette cavité unique, est stable radiologiquement sur au moins 3 mois. Cliniquement, il peut être asymptomatique et il peut s'accompagner d'hémoptysies, qui sont souvent des hémoptysies de petite abondance, mais parfois de grande abondance, qui peuvent mettre en jeu même le pronostic vital. L'aspergillose pulmonaire cavitaire, maintenant, correspond à la formation et à l'extension de multiples cavités qui contiennent une balle fungique, qui peuvent contenir, parce qu'elles peuvent ne pas contenir de balle fungique. La symptomatologie est souvent confondue avec les maladies sous-jacentes et elle peut s'accompagner de marqueurs de l'inflammation, comme une augmentation de la VAS ou de la CRP. Et enfin, l'aspergillose pulmonaire fibrosante est une progression de l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire vers une fibrose pulmonaire étendue. Et la définition donc de cette fibrose pulmonaire, cette aspergillose pulmonaire chronique fibrosante, c'est que la fibrose doit au moins être étendue à de lobe pulmonaire. Elle s'accompagne donc d'une perte de la fonction respiratoire et ensuite de décès. Alors, de toutes ces formes, c'est l'aspergillose pulmonaire cavitaire qui est la plus fréquente. Elle est de loin la plus fréquente par rapport à l'aspergillose simple, l'aspergillose, donc le nodulaire, et la forme fibrosante, qui ne concerne pas toutes les formes cavitaires. Alors, cette forme cavitaire, son diagnostic va reposer sur 4 critères cliniques, radiologiques, immunologiques et mycologiques. Cliniquement, il faut que le diagnostic est suspecté par une symptomatologie qui est présente sur au moins une période d'au moins 3 mois, et c'est une symptomatologie qui inclut plus d'un symptôme parmi la perte de poids, la toux, l'hémoptysie, chez un patient qui n'a pas d'immunodépression ou qui a une immunodépression légère. Le critère radiologique consiste donc à mettre en évidence sur la radio et le scanner de préférence de multiples excavations avec ou sans balle fongique et avec ou sans fibrose, un infiltrat péricavitaire ou plus rarement un épaississement pleural. Alors, ces 2 critères s'accompagnent de la preuve directe de l'infection, soit donc par la mise en évidence d'Aspergillus fumigatus à l'examen direct en culture ou en biopsie dans le liquide pleural ou dans le liquide pleural, pardon, dans l'ELBA ou dans les crachats. Et le critère immunologique donc, consiste à mettre en évidence ou à prouver qu'il y a des IgG anti-aspergillaires par la méthode ELISA qui est supérieure à la méthode des précipitines. Et enfin, il faut rajouter à ces critères l'exclusion d'autres diagnostics, en particulier la tuberculose, l'infection à germes atypiques, donc à mycobactéries atypiques, l'abcès du poumon
et le cancer escavé. Donc, ça représente finalement la majorité, donc la plus grande partie des diagnostics différentiels. Alors, en pratique, le diagnostic d'APC est souvent très tardif ou alors pas fait du tout, surtout dans les pays endémies tuberculeuses, parce qu'il est très difficile de distinguer une tuberculose pulmonaire d'une APC. Les deux pathologies ont la même clinique, donc les mêmes symptômes, les mêmes signes généraux, et ils ont les mêmes signes radiologiques sur une radio standard, c'est-à-dire la prédominance, comme vous le voyez ici, au lobe supérieur, souvent la bilatéralité également des lésions, les cavités dans des condensations ou dans des infiltrats. Cependant, il faut savoir qu'il y a des signes qui peuvent évoquer beaucoup plus une aspergillose qu'une tuberculose, comme l'épaississement pleural en regard de l'atteinte parenchymateuse, la fibrose ou l'infiltrat péricavitaire et la présence de matériel intracavitaire. Alors, ces aspects radiologiques ne sont pas toujours visibles ou ne sont pas parfaitement visibles sur le cliché standard, mais ils sont très clairs. En fait, on arrive à les mettre, à les montrer clairement sur un scanner thoracique. Et vous voyez ici l'épaississement pleural en regard de l'atteinte parenchymateuse, la fibrose péricavitaire avec l'infiltrat péricavitaire et bien sûr la balle fongique à l'intérieur de la cavité que nous ne voyons pas sur le cliché thoracique. Une autre caractéristique de l'APC, c'est son évolution très lente par rapport à la tuberculose. C'est une évolution qui se fait sur des mois, voire des années, et qui se manifeste par une augmentation de la taille ou la formation de nouvelles cavités qui peuvent aller jusqu'à un évidement des lobes supérieurs. Et vous voyez ici l'évolution chez ce patient, donc de l'atteinte bilatérale de 2007 à 2015, donc en l'espace de 5 ans, et vous voyez qu'on a évolué d'un infiltrat biapical, plus que des deux lobes supérieurs, vers un évidement donc de ces deux lobes supérieurs. Et ça, c'est une image qu'on voyait souvent chez nos patients et qu'on attribuait à des séquelles de tuberculose. Alors, on a dit que la tuberculose cavitaire pouvait évoluer vers l'aspergillose pulmonaire fibrosante et qui peut se surinfecter également par, qui peut être le siège d'une surinfection bactérienne par le staphylocoque, le Pseudomonas aeruginosa ou l'anaérobie. Et cette fibrose, cette aspergillose pulmonaire fibrosante peut aboutir à une destruction du poumon sous forme d'un hémothorax sombre et rétracté. Donc, vous voyez ici l'équivalent sur le scanner thoracique. Alors, à partir de là, ce qui ressort, c'est que l'imagerie est un élément clé dans l'APC. Et c'est justement parce que c'est un élément clé que ça a conduit les experts européens à faire des recommandations. La première recommandation s'est adressée aux radiologues qui devaient absolument mentionner la possibilité d'une APC dans leur compte-rendu. À partir du moment où, sur le scanner thoracique ou même sur le cliché standard, il y avait, donc si on avait sur un cliché standard, soit une cavité, une boule fongique, un épaississement pleural ou une fibrose d'un lobe supérieur, le radiologue se doit de le mentionner clairement pour augmenter la suspicion d'une APC par le clinicien. La deuxième recommandation s'adresse aux cliniciens, aux pneumologues en particulier, qui, lorsqu'ils suspectent une APC sur une radiographie thoracique standard, doit demander un scanner thoracique avec injection de produits de contraste pour la première fois pour exclure ou pour faire le diagnostic d'une APC. Et enfin, la troisième recommandation concerne le suivi avec ou sans traitement, qui doit se faire par un scanner à faible dose s'il est disponible, sinon par une radiographie thoracique qui doit être faite 3 à 6 mois après le diagnostic initial et à chaque fois que le malade change de tableau clinique. Alors,
c'est important de s'intéresser maintenant aux patients qui ont le plus haut risque de faire des APC. Et les patients qui ont ce plus haut risque, ce sont ceux qui sont traités pour tuberculose pulmonaire et qui vont guérir sans séquelles dans un tiers des cas, avec des séquelles dans 2 tiers des cas. Et parmi les séquelles, il y a des séquelles post-cavitaires, des cavités post-tuberculeuses, et vous voyez que leur prévalence est de l'ordre de 8% à 30% ou 35% selon les pays. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui de l'OMS qui nous parle, qui finalement rapporte que 22% des patients avec une tuberculose pulmonaire développent une APC et que 1,2 million de ces APC sont liés à des tuberculoses avec une mortalité de 38 à 80%, ce qui fait à peu près un nombre de décès de 100 000 par an. Et ces patients, la majorité de ces patients qui développent une APC sur des séquelles de tuberculose ne sont pas traités pour APC, mais ils sont plutôt traités pour rechute de tuberculose pulmonaire non prouvée bactériologiquement. Et ce qu'il faut, la raison, c'est que finalement, les cliniciens n'ont pas l'habitude d'intégrer dans le diagnostic différentiel de ces tuberculoses pulmonaires non prouvées bactériologiquement l'APC. Et si à partir du moment où on commencera à les faire, on pourra peut-être augmenter le taux de détection de ces aspergilloses pulmonaires chroniques. Alors, il n'y a pas que les séquelles de tuberculose qui vont se compliquer d'APC. Il y a aussi les patients, dans 2,9 à 16,3%, les patients qui sont sous traitement, ou qui n'ont pas encore de séquelles, ceux qui sont sous traitement peuvent se compliquer également d'APC. Et le diagnostic dans ces co-infections tuberculose pulmonaire et APC est beaucoup plus difficile que lorsqu'on a affaire à des séquelles de tuberculose. Vu l'importance finalement de la tuberculose comme facteur de risque, certains experts à travers le monde ont fait des recommandations. La première recommandation est très simple, c'est qu'il faut faire une radiographie thoracique à la fin du traitement chez tous les patients tuberculeux. Ceux qui ont une cavité résiduelle devraient bénéficier d'une surveillance radiologique périodique pour détecter précocement une APC. Et une surveillance radiologique périodique, c'est une radiographie standard tous les ans. La recherche d'immunoglobulines G spécifique à Aspergillus doit être réalisée avant d'envisager un traitement empirique de la tuberculose pulmonaire, donc dans les cas où cette tuberculose n'est pas prouvée bactériologiquement. Et enfin, ces tests, c'est-à-dire les IgG spécifiques, sont également préconisés chez les patients avec une tuberculose active qui présentent des symptômes persistants ou une aggravation des symptômes sous traitement, donc comme une toux récidivante, une hémoptysie ou une perte de poids, quel que soit le statut HIV et quelle que soit la durée du traitement antituberculeux en cours. Alors, on a l'habitude, lorsqu'on voit qu'il y a une aggravation des symptômes chez les patients qui présentent une tuberculose active, de penser à une résistance. Donc, si les bacilles restent sensibles, il faut penser à une aspergillose qui accompagne une tuberculose active. Et enfin, la dernière recommandation, c'est qu'il faut traiter précocement une tuberculose pour éviter les séquelles et donc pour éviter les complications à type d'aspergillose. Ça, c'était pour les pays à faible endémie tuberculeuse, mais pour les pays à faible prévalence de tuberculose, même si la tuberculose reste une pathologie à haut risque, elle a quand même été supplantée par d'autres pathologies, et en particulier, ça c'est une étude qui a été faite en France et qui a été publiée en 2021 dans l'European Respiratory Journal, et vous voyez que l'ABPCO, l'emphysème, sont les pathologies à plus haut risque. Donc, quand on n'a pas une prévalence élevée de tuberculose, les patients en risque deviennent les patients BPCO, emphysémateux, le cancer du poumon et aussi la fibrose pulmonaire. Alors, un mot sur la forme nodulaire de l'APC. C'est une forme qui se voit
qui peut se voir, et assez souvent d'ailleurs, chez les patients BPCO. Donc, vous voyez ici un patient BPCO avec de l'emphysème, un nodule ici, un nodule unique, ici, des nodules multiples. Et la particularité de ces nodules, c'est que lorsqu'on demande un PET scan, ben le PET scan est positif et ça prête à confusion avec un cancer bronchique. Donc, en fait, le premier diagnostic que l'on suspecte quand on a un nodule pulmonaire chez un patient BPCO, ça n'est pas l'aspergillose, mais c'est le cancer bronchique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on demande une biopsie, soit une transbronchique lorsque le nodule est important, soit une chirurgie thoracique. Et la biopsie va nous faire le diagnostic d'aspergillose pulmonaire. Donc, ce sont des patients qui, lorsqu'ils présentent un nodule unique, sont des patients qui sont opérés pour suspicion de cancer bronchique et chez lesquels on va découvrir une aspergillose. Et lorsqu'on ne les opère pas, il faut savoir que là aussi, en demandant des IgG aspergillaires, on a des résultats positifs dans 69% des cas. Alors parfois, la radiologie est très complexe. Et c'est le cas, par exemple, de ces patients. C'est des cas dans lesquels l'imagerie, finalement, les lésions radiologiques peuvent être confondues soit avec la pathologie sous-jacente, soit avec un épisode infectieux. Donc, vous avez ici une sarcoïdose fibrokystique, et si on ne fait pas attention, si on n'essaye pas de rechercher attentivement sur les courbes de scan la greffe aspergillaire, donc la balle fungique, ben, on risque de passer à côté du diagnostic. Alors justement, pour ne pas passer à côté du diagnostic, un algorithme a été établi, et dans cet algorithme, vous voyez, on va commencer donc par la suspicion du diagnostic. Chez tout patient qui présente une maladie respiratoire sous-jacente, une tuberculose, une BPCO, un geste chirurgical dans le passé, qui n'ont pas d'immunodépression ou qui ont une immunodépression légère, qui se plaignent du tout, d'une hémoptysie ou une perte de poids qui évolue depuis plus de 3 mois, et qui ont sur le plan radiologique des images évocatrices ou alors une détérioration radiologique, comme de nouvelles cavités, un élargissement de ces cavités, un épaississement de la paroi de ces cavités, une balle fongique, des infiltrats, chez ces personnes, la première chose à faire est d'exclure le diagnostic de tuberculose avec l'examen direct, la culture et la PCR. Une fois que le diagnostic a été exclu, une fois que la tuberculose a été exclue, il faut demander une sérologie pour rechercher des IgG aspergillaires. Si la sérologie est négative, il faut aller vers la mycologie et rechercher l'aspergillus dans les crachats ou dans le LBA, en microscopie, en culture et en PCR. Si les deux examens sont négatifs, la sérologie et la mycologie, à ce moment-là, il faut envisager d'autres diagnostics comme la maladie, comme l'infection. Essentiellement, c'est vrai qu'on ne fait pas, on ne parle pas trop, mais je pense qu'on va commencer peut-être à en parler parce que dans notre pays également, les infections à mycobactéries non tuberculeuses sont également méconnues et on ne fait pas le diagnostic dans notre pays. Donc, il faut savoir y penser quand les examens sont négatifs. Maintenant, si la sérologie est positive ou alors si la mycologie est positive, il faut envisager le traitement. Or, le traitement va dépendre bien sûr de la forme de l'aspergillose pulmonaire chronique. Si on est devant un aspergillome simple, si cet aspergillome est asymptomatique, s'il est stable dans le temps, c'est l'abstention thérapeutique. Par contre, s'il devient symptomatique, c'est la résection chirurgicale, à condition que le patient ait une bonne fonction respiratoire. Alors, il faut savoir que lorsque l'aspergillome simple est asymptomatique, on peut avoir une résolution spontanée, une disparition spontanée de l'aspergillome dans 10% des cas. Mais lorsque on opère aussi un aspergillome, il peut y avoir des rechutes. Le nodule aspergillaire, c'est le même principe. S'il est asymptomatique et s'il est stable, c'est l'abstention thérapeutique. Par contre,
S'il y a une progression radiologique, il faut traiter, et le traitement, c'est les antifongiques de la classe des azolés, itraconazole ou voriconazole en première intention. S'il est multiple, il faut continuer la surveillance radiologique et faire une biopsie lorsqu'il y a une progression d'un ou de plusieurs nodules. Enfin, pour l'aspergillose cavitaire et fibrosante, d'emblée, il faut traiter d'emblée par les antifongiques, donc les azolés, itraconazole en première intention, voriconazole en deuxième intention. Et si vraiment on a commencé par le voriconazole, s'il est plus disponible que l'itraconazole, on pourrait mettre l'itraconazole en deuxième intention. En troisième intention, ce sont les autres azolés, donc, que nous n'avons pas en Algérie. Et puis, en quatrième intention, on a soit l'amphobé, on va faire appel à des médicaments qui sont administrés par voie IV, alors que l'itraconazole et le voriconazole sont administrés par voie orale. Donc, les médicaments IV, c'est l'amphotericine B, liposomale, hein, pour réduire les effets secondaires, et les échinocandines, donc c'est la capsofangine, la copsofangine en fait, essentiellement. Alors, la durée du traitement antifongique, minimum, c'est de 6 mois. Dans certains cas, lorsque l'évolution est lente, on peut continuer, donc on peut prolonger le traitement à plus de 6 mois. Et souvent, c'est un traitement qui peut être un traitement à vie lorsque le patient fait des récidives fréquentes, la récidive fréquente n'est pas quelque chose de rare. Alors, plus le traitement est long, plus on sera exposé au risque de résistance aux azolés. C'est exactement comme pour n'importe quel traitement par les antibiotiques. La prolongation du traitement sur plusieurs mois va automatiquement entraîner des résistances. Et à ce moment-là, donc c'est la raison pour laquelle on fait appel aux différentes lignes de traitement par ces classes et par d'autres classes également. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut changer de traitement parce qu'il y a des interactions, parce qu'il y a plutôt des effets secondaires, et en particulier, donc les effets secondaires pour l'itraconazole, c'est essentiellement les effets hépatiques. Pour le voriconazole, c'est une neuropathie périphérique et la photosensibilité. Alors, on a parlé tout à l'heure de la co-infection tuberculose et APC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une interaction médicamenteuse entre les azolés, en particulier l'itraconazole et la rifampicine. Et dans ce cas-là, comme il faut traiter en même temps la tuberculose et l'APC, on va changer, ce n'est pas un azolé qu'on va donner, mais on va faire appel plutôt à l'amphotericine B. Alors, quels sont les résultats du traitement? Pour le traitement chirurgical de l'aspergillose et lorsque le nodule est opéré, il faut savoir que le traitement est curatif et qu'il y a une guérison. Par contre, mais on peut avoir, on l'a vu, il peut y avoir des rechutes. Par contre, pour l'aspergillose cavitaire et fibrosante, on peut considérer que le traitement est plutôt un traitement palliatif. Et il y a une amélioration plutôt des symptômes et de la qualité de vie, avec une survie à 1 an qui est de 86%, une survie à 5 ans de 62%, et une survie à 10 ans de 47%. Donc en fait, le problème de l'aspergillose pulmonaire cavitaire et fibrosante, c'est un peu le problème, vous voyez que c'est des survies qui pratiquement avoisinent les survies du cancer bronchique. Il ne faut surtout pas oublier le traitement symptomatique, et parmi les symptômes, c'est surtout l'hémoptysie. Lorsqu'elle est de faible ou moyenne abondance, on peut surveiller et on peut donner de l'acide tranexamique à raison de 500 mg 3 fois par jour per os ou de 500 mg 3 fois par jour en nébulisation. Lorsqu'elle est de grande abondance, à ce moment-là, on va faire appel à l'embolisation des artères bronchiques par cathétérisme sélectif en radiologie interventionnelle. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire couramment dans notre pays. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'APC est réellement une maladie méconnue. Sa fréquence est en train d'augmenter. Elle augmente surtout parce que le diagnostic est fait, parce que les tests diagnostiques sont disponibles. C'est une maladie qui a une évolution très lente, mais entre guillemets maligne, puisqu'on a dit qu'elle avait pratiquement le même pronostic et la même survie qu'un cancer du poumon.
D'où l'intérêt d'un diagnostic et d'un traitement précoce. Mais malheureusement, le diagnostic est difficile. C'est un diagnostic qui est tardif. Il fait appel à la clinique et à la radio, mais qui peuvent être masqués par la pathologie sous-jacente, comme la tuberculose, la BPCO, la sarcoïdose ou le cancer du poumon. Alors, dans les pays à forte prévalence de tuberculose, elle est souvent confondue avec une rechute de tuberculose à microscopie et à bactériologie négative, mais elle peut également accompagner une tuberculose active. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une sérologie IgG si les BK sont négatifs avant de penser à introduire un traitement empirique ou en cas de non-réponse au traitement antibiotique si les BK restent sensibles dans une tuberculose active. Alors, les azolés, l'itraconazole et le voriconazole sont les piliers du traitement, mais à long terme, on a des problèmes de résistance, on a des problèmes d'effets secondaires, d'intolérance et d'interaction médicamenteuse. Les rechutes sont fréquentes après un traitement à long terme, donc vous voyez que c'est 36% des cas. Et puis en Algérie, on a un problème de disponibilité et d'accès au diagnostic et au traitement de l'APC. La TDM n'est pas accessible. La sérologie IgG anti-aspergillaire ne se fait pas dans notre pays puisqu'on est obligé d'envoyer les prélèvements en France. La mycologie n'est pas encore très développée. Les antifongiques ne sont pas toujours disponibles. La chirurgie n'est pas disponible partout. Et l'embolisation est quand même relativement rare dans nos services de radiologie. Je vous remercie. Merci, professeur Couchet, pour votre présentation qui a été un peu plus que claire. Et je pense que nous devons voir s'il y a des questions sur le... Est-ce qu'on peut avoir l'image pour voir s'il y a des questions? En attendant, professeur Couchet, c'est juste pour rappeler pour l'étude que nous avons commencé et que pour les personnes qui seraient intéressées de participer. Oui. Donc vous avez préparé un questionnaire qui est quand même assez simple à faire. Et on nous demande à ce que toutes les personnes qui veulent participer, juste envoyer un email pour demander, on leur envoie le... Je rappelle juste les objectifs. En fait, c'est une étude qui est intéressante dans la mesure où on ne sait pas exactement combien de patients nous avons donc en première intention avant le diagnostic. Donc, dans le bilan initial, on ne sait pas exactement quel est le pourcentage de patients qui appartiennent à la catégorie A de la classification ABE du GOLD, dans la catégorie B et dans la catégorie E. Ça a des implications sur le plan thérapeutique, parce qu'en fait, ça nous permet finalement très vite de voir si ce sont des patients qu'on devrait mettre sous d'abord sous bronchodilatateur, un seul bronchodilatateur, donc monothérapie, sous bithérapie, donc double bronchodilatation ou sous corticoïdes. Donc ça permettrait plutôt de clarifier en fait les conduites thérapeutiques chez nos patients. Mais il y a aussi des objectifs secondaires, et parmi les objectifs secondaires intéressants, ça nous permet de revoir un peu le profil spirométrique de ces patients. Donc, c'est une maladie hétérogène en fait sur le plan clinique, mais c'est aussi une maladie hétérogène sur le plan spirométrique, même si la définition commune, et s'il y a une définition commune, qui est le rapport VEMS sur CVF, qui est inférieur à 70%. Mais à l'intérieur même des détails spirométriques, on peut avoir une hétérogénéité donc d'un patient à l'autre. Donc, si vous êtes intéressé, c'est important que vous puissiez finalement vous faire connaître. Hein. Il faut quand même vous engager parce que, bon, en fait, il faut que, dès le départ qu'on sache exactement combien de médecins on peut avoir pour avoir une idée du nombre de malades qui pourraient être recrutés. Un seul malade par médecin suffit. Donc, vous n'êtes pas obligé. D'abord, ce sont pas les malades ne courent pas les rues. Donc, on ne voit pas toujours des malades en première intention qui n'ont pas encore été mis sous traitement. Donc, je vous ai mis, le docteur Zenache vous a envoyé le CRF, donc le cahier d'observation, et je vous ai mis mon adresse email. Donc, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous les donner.
et puis donc on rentrera en contact directement. Mais s'il vous plaît, il faudrait que le recrutement des patients commence en octobre pour pouvoir finalement être au rendez-vous en octobre prochain, Inch'Allah, et déjà donner les résultats de l'étude. Alors, est-ce que la CRP... Alors, j'ai une question là, c'est ça? Oui. Est-ce que la CRP est positive au cours de l'APC? Alors, généralement, l'APC s'accompagne d'un syndrome inflammatoire. La CRP est positive, mais pas toujours. D'accord? Donc, il faut la demander. Donc, l'AVS et la CRP peuvent être positives. Il faut la demander. Alors, allez-y, vous pouvez lire. Quand vous dites 6 mois de traitement, au bout de 6 mois, on devrait avoir un nettoyage radiologique en plus de la régression des symptômes. Comment évaluez-vous l'efficacité du traitement antifongique d'après votre expérience? En cas de de persistance des lésions radiologiques, au bout de 6 mois de traitement, mais le patient s'améliore cliniquement, est-ce qu'il faut prolonger la durée et pour combien de temps? Alors, le problème, en fait, du nettoyage radiologique, ou plutôt le problème de l'évolution radiologique, a été longtemps débattu au niveau international. Et il y a une étude récente qui a été faite par les Français et qui a un peu statué, bien que tout le monde n'est pas d'accord. En fait, les deux critères d'amélioration de l'image radiologique, c'est la diminution de l'épaississement pleural et c'est la diminution également de la taille de la cavité, d'abord de la paroi et de la taille de cavité. Les images radiologiques ne vont pas disparaître. C'est exceptionnel qu'il y ait une disparition des images. Alors, les critères, en fait, de bonne réponse au traitement sont d'abord des critères cliniques, et c'est sur ça qu'il faut tabler. Et par rapport aux critères radiologiques, donc vous devriez regarder l'épaississement pleural sur le scanner thoracique et la taille, et plutôt la paroi et la taille des cavités. Alors, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire au bout de 6 mois un scanner thoracique? Si c'est disponible, si c'est accessible, oui, mais on peut également utiliser la radiographie standard. Bon, je pense que c'est nous, l'accessibilité peut-être au scanner thoracique ne pose pas de problème. Donc, est-ce que les isolés sont disponibles en Algérie? Alors, on a l'hydroconazole, on avait le voriconazole, mais je pense qu'actuellement, il y a une rupture. Il faut juste, en fait, relancer les firmes pharmaceutiques qui fabriquent ces médicaments. Si on ne montre pas d'intérêt, si le médicament n'est pas vendu, obligatoirement, il sera retiré du marché. Donc, je pense que c'est à nous de faire le travail et de montrer que c'est une pathologie qui existe et qu'on a besoin de ces médicaments. Donc, il y a une autre question. En plus de l'image thoracique, est-ce qu'il y a un examen biologique plus spécifique comme le LBA protégé? Alors, le LBA, en fait, rentre dans c'est un moyen, un outil de diagnostic, puisque si c'est possible, ce serait bien de faire un LBA. Si la fibroscopie est accessible, et si le LBA est accessible, ce serait une bonne chose parce que ça nous permet finalement de faire des examens, de faire un examen mycologique sur le LBA pour mettre en évidence les filaments mycéliens. Et ça pose un problème parce que quand on trouve des filaments mycéliens, on ne peut pas toujours faire la différence entre une colonisation et une atteinte. Mais ceci dit, si vous avez déjà des signes cliniques, si vous avez déjà une radiologie, le fait de trouver des filaments mycéliens, ça vous fait la preuve de l'aspergillose pulmonaire, bronchopulmonaire. Donc, il y a une autre question, c'est les posologies de l'itraconazole. Alors que ce soit l'itraconazole ou le voriconazole, la posologie est la même, c'est 200 mg 2 fois par jour. Ce sont des comprimés à 200 mg. Hein. C'est 200 mg 2 fois par jour. Et puis, c'est un traitement comme ça qui va aller jusqu'à 6 mois, voire plus. Et attention aux effets secondaires, donc il faut surveiller les effets secondaires. Et si ça ne répond pas, il faut penser à une résistance. Et c'est très bien, justement, de faire un examen mycologique, parce que comme pour les bactéries, on peut faire ce qu'on appelle un antifongogramme. Donc, ce qui va nous permettre de tester la sensibilité de l'aspergillus aux différents antifungiques.
Là, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut se contenter de la sérologie aspergillaire en matière d'examen biologique? Ah oui, ah oui, c'est l'examen de première intention. En fait, on fait un examen, on fait une sérologie aspergillaire. Alors, je vous ai dit que dans la sérologie aspergillaire, ce serait bien de le faire par la méthode ELISA plutôt que de demander des précipitines. Donc, la sensibilité est meilleure lorsqu'on fait et justement, avec les examens que je demande et les résultats que je reçois, en France, par exemple, ça n'est pas les précipitines qu'on fait, c'est plutôt les IgG par méthode ELISA. Donc, on peut se contenter, c'est au cas où c'est négatif qu'on va vers la mycologie. Donc là, il y a la question de Valem Djiloul. Non, comme ça, vous avez déjà répondu. Est-ce que les isolés sont disponibles en Algérie? Donc, c'est une question. Y a-t-il une limite d'âge au traitement d'aspergillose chronique? Non. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspergillose chronique est très rare chez l'enfant. C'est exceptionnel qu'on ait ces problèmes chez l'enfant, mais chez l'adulte, il n'y a pas de limite. La limite, c'est plutôt les effets secondaires. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un problème, par exemple, d'effets secondaires hépatiques, eh ben, il faut faire un bilan avant. Et ceux qui ont un bilan hépatique perturbé ne pourront pas bénéficier des azolés et on ira très probablement vers une autre classe qu'on n'a pas en Algérie, y compris même l'infotéricine B, on ne l'a pas, on a l'ancienne amphitéricine B, mais la forme récente qui nous protège des effets secondaires, et en particulier rénaux, n'existe pas chez nous. Alors, il y a une autre question, c'est y aurait-il, selon vous, un jour un traitement préventif chez les patients immunodéprimés ou prédisposés à faire une aspergillose chronique? Ben, non, non. Un immunodéprimé, c'est un risque à prendre. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors, on n'en voit pas beaucoup, mais par contre, les hématologues en voient. Les hématologues qui voient de grands immunodéprimés voient ce type de malade, logiquement. Donc, à quel rythme la surveillance du bilan hépatique chez un patient sous itraconazole? En fait, moi, j'ai tendance, il n'y a pas de réponse claire, mais j'ai tendance, en fait, à transposer, en fait, à ce qui se passe, par exemple, avec le méthotrexate. Ben, je pense que 2 mois, ce serait bien. Donc, 2 mois, ça veut dire que finalement, le malade aura un bilan initial, un bilan au 2e mois, au 4e mois et au 6e mois. Donc, il y a une autre question. Après 6 mois de traitement, doit-on faire la sérologie? Si elle est positive à ce moment-là, doit-on continuer le traitement jusqu'à négativation de la sérologie? En fait, on peut avoir une négativation de la sérologie, mais elle n'est pas indispensable. Rappelez-vous encore une fois qu'on est plutôt on est plus dans le palliatif, entre guillemets, que dans le curatif quand on traite quand on traite en tout cas l'aspergillose cavitaire et l'aspergillose fibrosante. Donc, on peut avoir une sérologie négative, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir aussi des rechutes. Quand elle est négative, il faut la refaire parce que les rechutes sont fréquentes. Je pense que les rechutes sont de l'ordre de 36%. Donc, une question de Dr. Wagani. Le traitement antifongique de l'APC est-il ambulatoire quand il est donné en... Ah oui, si vous faites le diagnostic d'une APC, vous traitez en ambulatoire, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous préciser la place du galactomannan dans le diagnostic de l'APC et surtout dans le diagnostic dans notre contexte? Alors, dans notre contexte, c'est qu'on ne l'a pas. C'est que, en fait, le galactomannan, c'est un antigène. Donc, ça fait partie effectivement des outils diagnostiques, puisque ce qu'on peut faire, en fait, vous avez 3 choses. En fait, globalement, vous avez 3 choses dans le diagnostic, dans les tests de laboratoire. 1, vous recherchez l'aspergillus, à l'examen direct en culture. 2, vous recherchez des IgG en sérologie. Et 3, vous pouvez rechercher des antigènes. Donc, le galactomannan, c'est un antigène qu'on peut rechercher dans les APC. Mais dans notre contexte, en fait, on le recherche essentiellement dans le LBA. D'accord? Donc, il a sa place, mais pas chez nous, parce qu'on ne le fait pas. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas en parler. Hein. Donc, Dr. Godiriel, le professeur Couchette a répondu à votre question. C'est pratiquement la même question qui suit après.
Concernant la réponse au traitement antifongique, est-ce qu'on peut utiliser des anticorps comme un marqueur d'évolution? En fait, j'ai répondu à cette question parce que quelqu'un m'avait demandé si la sérologie se négativait à la fin du traitement. Donc, les anticorps, c'est les IgG, donc anti-aspergillaires. Vous savez, on est dans un contexte finalement, l'idéal, oui, vous pouvez suivre avec les anticorps, voir en fait la diminution progressive et éventuellement la négativation. Mais je pense que globalement, si on est dans, je crois que cette présentation est surtout faite pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser dans notre contexte pour pouvoir effectivement améliorer le diagnostic de l'APC. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est essentiellement s'attarder sur les séquelles de tuberculose, ne pas considérer que c'est une rechute de tuberculose si on n'a pas la preuve. Ensuite, la radiologie, il faut bien l'analyser. Je pense qu'il faut apprendre à analyser correctement la radiologie standard avant d'aller vers le scanner thoracique. Et la radio standard peut effectivement nous renseigner. Il y a des signes qui peuvent nous faire évoquer un problème d'aspergillose pulmonaire chronique. Et après, quand on arrive au diagnostic, donc ne pas trop s'éparpiller, il faut absolument que dans notre pays, les IgG anti-aspergillaires soient disponibles. Donc, il faut juste faire du bruit pour que les laboratoires puissent acheter les réactifs. Vous savez, il n'y a pas de demande. Et quand il n'y a pas de demande, ils ne vont pas s'impliquer dans un, entre guillemets, un marché qui n'est pas rentable. Mais si on leur démontre qu'il y a des cas d'aspergillose et qu'il y a la BPA, il y a l'aspergillose pulmonaire chronique, et très probablement les hématos vont s'y mettre également, on pourra faire des IgG et on pourra aussi faire en sorte que la mycologie se développe dans notre pays pour que les pharmaciens, puisque ce sont des pharmaciens ou les mycologues qui font le diagnostic, puissent aussi nous aider à faire le diagnostic. Donc, cette histoire d'IgG, de suivre par des marqueurs, si on était dans les conditions idéales, pourquoi pas? Mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire le diagnostic surtout. Donc, moi, je me contenterai de les demander au départ. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, pour les formes nodulaires multiples, est-ce que les nodules sont variables dans le temps en termes de taille et de siège? La particularité de l'aspergillose en général, c'est que l'évolution est très lente. Et c'est ça qui va faire la différence entre, par exemple, une histoire de métastase et une histoire d'aspergillose pulmonaire chronique. Et quand je dis une évolution très lente, c'est sur des mois et même des années. Donc, tant qu'on a, à la limite, si on a fait le diagnostic et qu'on voit, si on a pu faire le diagnostic et qu'on voit que les images, quel que soit X, quand on fait le diagnostic, si les images sont stables, on peut ne pas traiter. S'il y a une augmentation des images, à ce moment-là, il faut donner des antifongiques. Alors, ne pas opérer, sauf si on suspecte un cancer du poumon. Hein. Comment différencier une colonisation asymptomatique par l'aspergillose et une vraie infection? Et est-ce qu'il faut traiter une colonisation? En fait, là aussi, les choses ne sont pas si claires que ça. Vous pouvez avoir une colonisation chez quelqu'un qui est parfaitement sain. Mais quand on a une colonisation chez quelqu'un qui est la colonisation, donc celui qui est parfaitement sain, vous n'avez pas besoin de le traiter. Par contre, la colonisation chez quelqu'un qui a un facteur de risque, un immunodéprimé, qui n'a pas encore développé des manifestations cliniques et des manifestations radiologiques, ben certains actuellement donnent un traitement. Donc, devant une APC probable, non prouvée, sérologie négative, est-ce que le traitement antifongique est justifié? Non, 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 parce qu'en fait, le traitement est lourd. Et si vous devez commencer, vous allez le prolonger pendant 6 mois, voire toute la vie. C'est un traitement en fait qui entraîne des effets secondaires. Donc en fait, j'allais dire éthiquement, c'est pas possible. Donc vous ne pouvez traiter que si vous faites le diagnostic de certitude de l'aspergillose pulmonaire Donc, chronique. peut-être la même question, peut-on s'autoriser un traitement antifongique sans preuve biologique Non. sur présomption?
Alors, est-ce que le test cutané aspergillaire positif chez un asthmatique peut évoquer une APBA? Ah oui, c'est même devenu un des critères de la BPA, hein, mais pas tout seul. Comment évolue l'efficacité du traitement sur le plan biologique? Alors en fait, c'est des questions qui reviennent en fait, hein, parce que sur le plan biologique, vous parlez de quelle biologie? C'est pas sur la CRP ni sur la VS par exemple. La formule n'a aucune utilité. Et puis si on doit encore une fois parler des IgG ou de la présence, là j'avais dit que c'était pas très utile à la fin du traitement, donc ou en cours du traitement. Il vaut mieux laisser ces examens pour le diagnostic. Alors, dans notre pratique, rarement où le patient est opérable vu l'état du parenchyme pulmonaire sous-jacent. En plus de la non-disponibilité d'itraconazole dans notre pays, quelle est l'antifongique qui constitue une alternative aussi efficace que l'itraconazole et est-ce qu'il y a des précautions à prendre en parallèle à la prise du traitement? Un bilan biologique avant l'instauration du traitement ou de contrôle et à quel rythme, s'il vous plaît? Alors, c'est écrit Maroc là. Vous savez, regardez, l'état du parent. Dans notre pays, ça c'est le Maroc. Oui. D'accord. Alors en fait, le problème, pour les azolés, vous avez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données très fiables sur le traitement. Il n'y a pas beaucoup d'essais cliniques qui ont été menés, et donc il y a quelques essais cliniques, il y a plutôt l'expérience des experts. Par rapport aux azolés, il y a deux azolés qui sont le plus souvent utilisés, c'est l'itraconazole et le voriconazole. Donc, si vous n'avez pas l'itraconazole en première intention, vous pouvez utiliser le voriconazole en deuxième intention. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre en parallèle à la prise du traitement? Tout dépend du traitement que vous allez prendre. Donc, tout dépend de la molécule finalement que vous allez prendre. Se pose le problème, par exemple, est-ce qu'il faut le prendre pendant le traitement? L'itraconazole, par exemple, vous pouvez prendre en une seule prise, à n'importe quel moment, ou alors en deux prises. C'est plutôt par rapport, vous avez les précautions, j'avais dit au départ, que c'était faire un bilan, par exemple, rénal, un bilan surtout hépatique. Les autres effets secondaires, vous ne pouvez pas les prévoir, hein. La photosensibilité, vous ne pouvez pas la prévoir. On a même, en fait, parlé de cancer cutané lorsqu'on utilisait le voriconazole. Après, le bilan biologique avant l'instauration de traitement ou de contrôle et à quel rythme, s'il vous plaît. Là aussi, il n'y a pas réellement de bilan biologique. Il n'y a pas de bilan biologique. Le bilan biologique, c'est encore une fois le bilan hépatique si vous devez mettre sous azolé. Donc là, il y a une question. Est-ce que l'étude recrute-t-elle les formes pédiatriques? Non, pas du Bien tout. sûr, non. Non, C'est à partir de 40 ans l'étude. à partir de 40 ans. Donc la place de l'ECB des crachats et sa sensibilité dans la démarche diagnostique. Alors, on peut rechercher l'aspergillus dans les crachats. La sensibilité à l'examen direct en culture et surtout en PCR. Donc, mais la PCR est beaucoup plus en fait dans le LBA que dans les crachats. Donc les anticorps IgG témoignent de la colonisation, pas toujours de l'infection, ou au contraire de Galactomannan. D'accord, oui, oui, d'accord. Alors, quelle est la valeur prédictive négative de la sérologie? Alors, la sérologie, tout dépend, je vous ai dit, ça dépendra de la méthode que vous allez utiliser. D'accord? En fait, la valeur prédictive négative, c'est que le texte est réellement négatif quand il n'y a pas d'aspergillose pulmonaire négative, d'aspergillose pulmonaire chronique. Vous avez en fait on est autour, la valeur prédictive négative est autour, si je ne me trompe pas, elle est autour de 60%. Alors, Avec toute attention, hein. Donc vraiment, je ne suis pas sûre
mais elle est autour de 60%. C'est que si elle est négative, lorsqu'elle est négative, elle est sûrement négative à 60%. Alors, quels sont les critères qui Et vous c'est la raison pour laquelle, quand elle est négative, on va demander, parce que si elle était de 100%, on n'aurait pas demandé la mycologie après. C'est la raison pour laquelle on demande plus tard une mycologie. Donc, quels sont les critères qui me permettent d'arrêter le traitement au bout de 6 mois? Ben, lorsque Pour vous avez une l'aspergillome? amélioration, pour l'aspergillome, Oui. ah non, l'aspergillome, vous ne le traitez pas avec les Le traitement de l'aspergillome est un traitement chirurgical. Soit vous ne traitez pas et vous pouvez avoir une résolution spontanée ou une disparition spontanée dans 10% des cas. Donc, s'il ne pose pas problème, vous ne traitez pas. S'il pose problème, vous traitez, mais vous traitez chirurgicalement. Vous ne donnez pas un traitement antifungique dans l'aspergillome. Alors, y aurait-il un intérêt à mettre le patient sous antifongique avant avant la chirurgie afin de limiter la morbidité? Si oui, pendant combien de temps? En fait, avant la chirurgie, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est plutôt dans les formes où il y a une hémoptysie, on fait une embolisation. Euh, D'abord, les cas sont rares. Il n'y a aucune raison, les cas chirurgicaux de l'aspergillose, en dehors de l'aspergillome, sont rares. Quand j'ai une aspergillose pulmonaire chronique, cavitaire ou fibrosante, je n'opère pas, sauf s'il y a, entre guillemets, par exemple, une hémoptysie que je peux traiter par chirurgie. Donc, il faut que les choses soient claires. La chirurgie, c'est pour l'aspergillome lorsque l'aspergillome est symptomatique. Et dans les autres formes, il n'y a pas de traitement chirurgical. Alors, il y a actuellement, par exemple, des articles qui disent que dans les pays en voie de développement, si le traitement médical n'est pas disponible, on peut avoir recours à la chirurgie, mais à condition d'avoir des équipes qui sont très expérimentées. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas. Allez-y. Alors, les critères d'arrêt du traitement antifongique. Les critères d'arrêt sont essentiellement les symptômes. Et si vous avez la sérologie négative, vous en tenez compte. Si vous voyez que l'évolution est très lente sur le plan symptomatique, alors on a inclus maintenant, puisque je vous ai dit qu'il y avait des critères radiologiques, dès qu'on voit il y a rarement de disparition totale des images. Les images, en fait, il y a une réduction de la taille ou de l'épaisseur de l'épaississement pleural. Mais il y a rarement de disparition. Donc, c'est surtout clinique. Je vous ai montré que le but du traitement, c'est surtout l'amélioration des symptômes et de la qualité de vie. Donc, si vous voyez que votre patient n'a plus de symptômes, si vous voyez qu'il y a une amélioration sur le plan radiologique, vous pouvez vous limiter à 6 mois de traitement. Sinon, vous continuez le traitement donc au-delà de 6 mois. Et s'il y a des rechutes, si vous arrêtez le traitement et qu'il y a des rechutes, à ce moment-là, le traitement sera maintenu pratiquement toute la vie. Donc, la place de l'antigénémie aspergillaire dans l'APC. Elle a sa place, l'antigénémie, dans l'APC, sauf qu'elle n'est pas disponible. Alors, est-ce que l'aspergillose passe par des poussées ou non? Ce ne sont pas des poussées, en fait. Quand vous avez des poussées, pensez plutôt à des surinfections bactériennes. Donc, ça peut arriver. Mais sinon, c'est une évolution lente. Donc, on ne décrit pas de poussée dans l'aspergillose. Donc là, la question, c'est s'il vous plaît, pour l'aspergillome, quels sont finalement les critères qui permettent d'arrêter le traitement au bout de 6 mois? Encore une fois, l'aspergillome, c'est un traitement chirurgical. Est-ce que l'APC nécessite un dépistage? Oui, je vous ai montré en fait une plaque dans laquelle je vous disais que quand on a un malade tuberculeux, par exemple, vous faites une radiographie à la fin du traitement. Tous ceux qui présentent en fin de traitement une cavité résiduelle doivent bénéficier d'un suivi régulier, d'une surveillance radiologique régulière pour justement dépister la tuberculose. Alors là, il pose 3 questions. Donc la première, c'est la sérologie aspergillaire peut signifier une infection ancienne ou juste une sensibilisation? Y a-t-il d'autres critères pour poser le diagnostic?
Alors, quand on demande des IgG, ça n'est pas la sensibilisation, c'est pour les IgE. Les IgE, c'est la forme infectieuse, hein, d'accord? Donc, ici, on ne parle pas de sensibilisation. Quand on a des IgG, c'est une forme infectieuse et donc ça signifie une infection. Alors, l'antigène galactomanal positif avec sérologie négative est une mycologie clinique, à votre avis? Eh bien, quand vous avez un antigène galactomanal positif, c'est possible de faire le diagnostic d'aspergillose. Les IgE anti-aspergillus fumigatus sont-elles considérées comme un critère de diagnostic? Non, elles sont considérées comme un critère de diagnostic. On n'est pas, encore une fois, on est dans une forme infectieuse. Donc, les IgE, c'est plutôt dans la BPA, vous avez en même temps des IgG et des IgE. Alors, y a-t-il des chiffres et les résultats du traitement chez nous? Bah non. Malheureusement, non. Bah non, Comme tout, hein. je vous ai montré les 2,2 cas pour 100 000 habitants. Ça, en fait, c'est une étude internationale auquel ont participé beaucoup de pays. Et en Algérie, nous avons un pharmacien qui était, enfin une pharmacienne, je pense que c'est une dame, qui était à Blida et qui, je me demande si c'est pas une thèse, et qui a pris en fait la méthodologie de l'étude pour essayer de voir quelle était la prévalence de l'APC dans notre pays. Elle a trouvé 2,2 cas selon une méthodologie donc internationale, mais je pense que c'est quand même des cas, quand j'ai lu la méthodologie et les chiffres qui ont été utilisés pour trouver les 2,2 cas, il me semble en fait que c'est un chiffre qui est très sous-estimé. Et on n'a pas de chiffres sur les résultats non plus, les résultats du traitement. Donc, bon, c'est une répétition, mais est-ce que l'aspergillose peut survenir en co-infection avec une tuberculose pulmonaire active ou faut-il y penser seulement dans le contexte de séquelles de tuberculose? Je l'ai dit, Oui. voilà. Dans à peu près, on va dire, pour faire simple, dans 5% des cas jusqu'à peut-être 20% des cas en fonction des pays, on peut avoir une co-infection. Voilà. Et je vous ai dit de penser à cette co-infection quand le malade s'aggrave sous traitement, alors que les BK restent sensibles lors de l'antibiogramme, lorsqu'on fait l'antibiogramme. Alors, le vaccin dans le futur est-il possible pour les patients vulnérables? Ça, j'en sais rien. J'en sais C'est rien. l'avenir qui nous le C'est dira. l'avenir qui vous le dira. Vous avez dit pas de traitement antifongique pour l'aspergillome, mais dans les cas où le patient n'est pas opérable ou est asymptomatique. Alors en fait, pourquoi l'aspergillome ne doit pas bénéficier ou ne peut pas bénéficier d'un traitement? C'est parce qu'on considère que c'est juste, en fait, ça n'est pas, c'est limité dans la cavité. Donc c'est, si vous voulez, c'est une sorte de colonisation, mais un peu plus pathologique. Donc ça ne sert à rien. La greffe aspergillaire est dans la cavité. Et ça n'est pas réellement une infection. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se dit, c'est pas la peine, il faut juste enlever ce qu'il y a en plus et mais ne pas traiter par des antifungiques. Donc, ça ne sert à rien, ça ne va pas répondre. Donc là, c'est une proposition de thème, donc ça va être pris en considération. Merci pour la proposition. Quelle est la durée du traitement médical? Alors, je répète, 6 mois autant que possible, voire plus si l'évolution est lente. Si vous voyez que le malade ne répond pas très vite au traitement, il vaut mieux prolonger le traitement. Et puis, si quand vous arrêtez le traitement, le malade fait des rechutes, vous mettez 6 mois, il rechute, vous mettez encore 6 mois, il rechute, à ce moment-là, vous gardez le traitement toute la vie. À condition de ne pas avoir d'effets secondaires, à condition, finalement, de ne pas avoir des résistances. Et si vous avez des résistances, il faut changer. Alors, encore faut-il avoir les médicaments de réserve. Donc, est-ce qu'une APC peut se manifester seulement par une détérioration de la fonction respiratoire chez un patient qui présente des DDB ou des séquelles de TP? Non, une APC, si vous avez des dilatations de bronches ou des séquelles de TP, vous allez avoir des manifestations radiologiques aussi, hein. Vous allez avoir des manifestations cliniques, des manifestations radiologiques et une détérioration de la fonction respiratoire. Mais la fonction respiratoire seule, sans substrat clinique ni substrat radiologique, c'est pas tout à fait logique. Donc, un guide pour la prise en charge de l'APC est peut-être envisageable. Qu'en pensez-vous? Oui, ce serait une idée. Merci pour la suggestion. Alors,
Alors, y a-t-il un aérosol antifongique comme dans pour les corticoïdes inhalés? Alors, il y a un aérosol antifungique. En fait, c'est plutôt des nébulisations, puisque c'est l'amphotericine B une nouvelle forme d'amphotericine B qu'on est en train d'utiliser actuellement. Donc, ça a fait l'objet vraiment d'un essai thérapeutique multicentrique avec des résultats qui sont très encourageants. Donc, c'est l'amphotericine B, non pas par voie générale, c'est pour vraiment limiter les effets secondaires qu'on a avec les azolés par voie orale ou par voie IV. Donc, c'est une bonne solution, c'est une autre voie d'administration du traitement antifungique sans effets secondaires. Il y a toujours des effets secondaires, mais en tout cas, on n'a pas les effets secondaires de la voie orale et de la voie IV. Donc, normalement, on a répondu à toutes les questions. Donc, je vous remercie, professeur Huichet. Merci. Et à la prochaine pour tout le monde. Inch'Allah, à la prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir.